quand le traitement de la chirurgie préservatrice n'est plus possible, quand, comme on a vu, on arrive à des classifications de tonus de 2 ou 3, la solution qui nous reste, c'est la prothèse de hanche. Il faut savoir que c'est une des interventions en chirurgie orthopédique qui a le plus de succès, et c'est une qui a les chirurgies qui ont les meilleurs résultats. Donc, je vous présente là la pose de la prothèse de hanche par voie antérieure mini-invasive. C'est une voie qui a été réalisée en premier par M. Huetter en Allemagne et qui a été développée par les frères Judet en France au début du XXe siècle, qui ont réalisé de très larges avancées sur cette voie. Elle a été un peu perdue de vue au cours du XXe siècle, et puis là, elle revient avec assez de force, et vous allez voir pourquoi. Alors, un petit rappel, on réalise plus de 150 000 prothèses de hanche en France actuellement. L'augmentation, elle a vraiment été exponentielle. Déjà, le premier facteur auquel on peut penser, c'est l'augmentation de l'espérance de vie de la population. Et donc, les gens vivent mieux et donc les gens vivent plus longtemps. Les indications classiques, je passe rapidement, les indications classiques d'une prothèse de hanche, c'est d'abord les fractures du col fémoral, les fractures qui ne sont pas amenables à une synthèse, et la coxarthrose, bien sûr, quand on aura épuisé tout traitement non médical, quand le traitement médical devient insuffisant et que le patient vraiment est handicapé par sa coxarthrose. Bien sûr, la confirmation à l'imagerie est nécessaire, mais il faut faire attention à une certaine mauvaise corrélation entre la radio et la clinique. On peut très bien observer des radios qui font un peu peur et un patient qui est assez peu douloureux, et vice-versa. Donc, ce n'est pas la radio qu'on opère, encore une fois, c'est vraiment un message global, c'est l'examen et le patient lui-même d'abord. Alors, on a connu de très grandes avancées sur les implants qu'on utilise pour les prothèses de hanche. On peut utiliser différents matériaux donc pour diminuer justement les coefficients de friction, pour donner le plus de longévité possible et mimer le mieux possible la fonction d'une hanche native. Dr Aboufara va vous montrer ça beaucoup plus en détail plus tard. Donc, on peut avoir des tiges non cimentées, donc, qui sont recouvertes d'hydroxyapatite. L'hydroxyapatite, c'est une des composantes de l'os humain. La tête fémorale, elle peut être en métal ou bien en céramique d'alumine. La cupule elle-même ou le noyau, donc la cupule, elle peut être en titane avec un noyau en céramique ou en polyéthylène. On peut également utiliser un ciment du polyméthylmétacrylate pour cimenter une cupule en polyéthylène, etc., ou cimenter une tige. Une des grandes avancées, et ça c'est une prouesse française qui a vraiment réalisé une révolution de la prothèse de hanche, c'est ce qu'on appelle la double mobilité. Ça veut dire qu'il y a dans ce mécanisme-là, on a deux, pareil, Dr Aboufara va vous le montrer en live tout à l'heure, on a deux centres de rotation au niveau de la hanche prothétique, la tête fémorale qui s'articule avec l'insert, donc l'insert en polyéthylène, et l'insert lui-même qui s'articule dans la cupule. Et ça, c'est un mécanisme très efficace contre la luxation, qui a diminué largement le risque de luxation. Alors, quand je dis voie antérieure, qu'est-ce que ça veut dire? Voie antérieure, comme son nom l'indique, c'est qu'on passe par en avant. C'est une voie, donc, c'est ce qu'on appelle la voie de Huetter. Pour nous, on utilise une petite modification de cette voie qui s'appelle voie de Huetter-gaine. Donc, on passe dans la gaine du tenseur du fascia lata sans toucher aux muscles. Et ceci, vous allez voir plus tard, ceci a une grande importance. Donc, c'est une voie qui est strictement mini-invasive, donc aucune section musculaire ou, au pire des cas, un léger effilochage musculaire par écartement. Donc, c'est une voie où on écarte vers l'arrière le tenseur du fascia lata, vers l'avant
le rectus femoris et le psoas pour arriver directement à la capsule articulaire. Alors, la deuxième voie mini-invasive qui est disponible, c'est la voie de Rottinger. Cette voie a connu un certain engouement jusqu'à un certain temps. C'est une voie mini-invasive, mais qui écarte, donc, qui n'est pas une voie internerveuse. J'ai oublié de vous dire que la voie de urétère est une voie internerveuse, donc qui passe entre le territoire du nerf fémoral et le territoire du nerf glutéal supérieur. C'est important parce que ça veut dire qu'on ne risque pas de dénerver par l'écartement, de dénerver un muscle. Et donc, on ne risque pas de retrouver un an plus tard à l'IRM un muscle qui est complètement en dégénérescence graisseuse. Ce qui n'est pas vraiment le cas pour la Rottinger parce qu'on écarte le tenseur du fascia lata en avant. Donc, il y a certains cas de dégénérescence graisseuse du tenseur du fascia lata et de la portion antérieure du moyen fessier. Une autre voie d'abord, c'est la voie latérale de Hardinge, qui reste pratiquée, mais beaucoup moins en 2020. C'est une voie qui traverse carrément le moyen fessier et le petit fessier pour arriver à la face antérieure de la hanche. Donc, ça veut dire qu'on est en train de sectionner, puis de réinsérer, bien sûr, à la fin, mais on traverse le muscle principal qui est responsable de la fonction et de la stabilité de la hanche. La voie de Moore, que va évoquer Dr Abou-Farah, ça reste dans le monde, statistiquement, ça reste la voie qui est la plus pratiquée dans le monde, et ce n'est pas pour rien, il y a bien des raisons pour ça. C'est une voie qui traverse le muscle grand fessier et les muscles pelvitrocantériens. Des variantes récemment ont permis d'endommager le moins possible ces pelvitrocantériens et donc d'améliorer la technique opératoire, c'est la technique mini-open. Il reste également la technique qui est beaucoup moins utilisée maintenant, qui consiste carrément à casser le grand trochanter pour arriver à la hanche. Donc, ça s'appelle la trochantérotomie. Alors, comment je fais la voie antérieure? Pour la voie antérieure, le patient est simplement sur le dos. Il est soit sur table ordinaire, soit sur ce qu'on appelle une table orthopédique ou table de juillet. J'insiste sur ce fait parce que le fait que le patient soit sur le dos, ça reste quand même une grande facilité pour les équipes et surtout pour les anesthésistes. Ça donne un accès plus facile aux voies aériennes. Le règlement de la tension artérielle en péri-opératoire est assez simple. C'est aussi simple que pour un patient qui est allongé. Alors, donc, on réalise donc avec le patient sur le dos, nos repères en général, c'est le sommet du grand trochanter, la crête iliaque avec l'épine iliaque antéro-supérieure, et donc notre incision fait ça à peu près. C'est une incision en général entre 8 à 10 cm en moyenne. Une notion très importante, j'aimerais vraiment insister là-dessus, parce qu'il y a eu beaucoup d'abus sur la dénomination mini-invasive. Ce n'est pas du tout la taille de l'incision cutanée qui veut dire que c'est une chirurgie mini-invasive. Quand on dit mini-invasif, c'est qu'on est mini-invasif sur les muscles, surtout sur les structures nobles qui sont à l'intérieur. D'accord ? Ça, c'est très important et c'est une nuance vraiment à savoir discerner. On tombe souvent dans le piège avec tout ce qu'on a comme marketing, avec les labos, etc. Alors, donc, très rapidement, je passe sur la technique. Donc, on passe, comme je l'ai dit, c'est une voie de urétère gaine. On ouvre la gaine de ce muscle-là qui est le tenseur du fascia lata. Et ça nous permet donc de protéger toute cette région-là. C'est une région où passe un petit nerf qui s'appelle le nerf fémorocutané, qui est un nerf superficiel qui énerve la peau au niveau de la face antérieure de la hanche. Donc, le fait de passer dans la gaine du tenseur du fascia lata nous permet vraiment de ne pas voir du tout ce nerf et donc de le laisser à l'abri et donc de le traumatiser beaucoup, beaucoup moins qu'on le faisait à l'avant où on passait dans l'interstice ici. Donc, j'écarte mon tenseur du fascia lata en arrière, j'arrive sur ce muscle-là qui est le muscle rectus femoris ou le droit fémoral. J'ouvre la gaine du rectus femoris, j'écarte ce muscle en avant et j'arrive sur cette membrane-là qu'on appelle la membrane innominée. Et le fait d'ouvrir cette membrane me permet de découvrir ce pédicule vasculaire. Et il s'agit du pédicule circonflexe antérieur. C'est une des deux artères qui nourrissent la tête fémorale. Donc, ce pédicule-là, pour accéder à la hanche, donc ce pédicule est coagulé ou ligaturé ou les deux. Et donc,
j'arrive sur un coussinet adipeux, qui est le coussinet préarticulaire, et en excisant ce coussinet, j'arrive directement, je suis sur la capsule articulaire. Là, c'est des illustrations, mais vraiment, la vraie vie n'est pas différente du tout de ça, parce que c'est une voie vraiment qui est très anatomique, propre, avec très peu de saignement jusque-là, jusqu'à la capsulotomie et l'ostéotomie, bien sûr, l'ostéotomie du col. Finalement, donc après avoir ouvert l'articulation et sectionné le col, on arrive à cette visibilité-là. Beaucoup l'appellent la voie royale du cotyle parce qu'on est vraiment droit devant le cotyle. On a une grande facilité pour s'occuper du cotyle. Le fémur est un peu plus compliqué à manipuler. Il faut une grande courbe d'apprentissage pour savoir manipuler le fémur et pour implanter notre tige fémorale. Donc voilà, le fémur est retourné avec le grand trochanter en arrière. Une petite vidéo pour vous montrer, donc, une vidéo rapide. Donc le patient, comme je dis, est sur le dos. Et les jambes sont positionnées dans des bottes, et donc sur une table orthopédique. La table orthopédique nous permet de tourner, de tracter, de faire une abduction, une adduction, une extension de la hanche. Et le fait que le patient soit sur le dos, ça nous permet aussi de réaliser plus facilement une scopie en péropératoire. Donc, comme on a déjà vu, l'incision est antérieure au niveau de la hanche. Donc, le tenseur du fascia lata est écarté vers l'arrière, le rectus femoris vers l'avant, et on arrive donc sur la capsule articulaire. Voilà. Donc, ensuite, les gestes pour réaliser une prothèse de hanche, c'est les gestes classiques que vous connaissez probablement. Donc, on commence par le fraisage du cotyle, l'impaction ou le cimentage de la cupule. Ensuite, section du col et résection de la tête. Un alésage progressif à l'aide des râpes du fût fémoral. Je vous rappelle que le fémur, c'est un cylindre creux. On positionne donc notre tige qui peut être soit impactée en press-fit, soit cimentée. Et la nouvelle articulation est réduite. Voilà une nouvelle radio. Et pour la voie antérieure, rien que le fait d'enlever nos écarteurs, comme il n'y a pas eu de muscles sectionnés, les muscles reprennent leur position automatiquement. Donc, on n'a vraiment qu'à fermer le plan sous-cutané et cutané. Éventuellement, on peut fermer la gaine du tenseur du fascia lata, mais voilà. Et au final, donc, on sort avec une incision comme ça, en avant de la hanche, une incision de 8 à 10 cm, comme je l'ai dit. Alors, il y a certainement, comme pour en médecine, il y a des limitations à la voie antérieure. La courbe d'apprentissage pour la voie antérieure risque d'être un peu plus longue que pour les voies classiques. La durée opératoire, comme n'importe quelle nouvelle technique, est un peu plus longue. Et on a, donc, en début de courbe d'apprentissage, on a un risque augmenté, ça a été démontré, de certaines fractures péropératoires. La voie antérieure doit être réalisée sur une certaine sélection des patients. La majorité des patients peuvent bénéficier d'une voie antérieure, mais pas tout le monde. Les patients qui ont un très grand abdomen, qui ont une grande obésité, les jeunes patients qui sont très musclés, certaines formes de hanches, les coxavaras, etc., se prêtent moins facilement à une voie antérieure. Un autre problème de la voie antérieure, c'est l'extension de la voie d'abord. Si on a besoin d'accéder à la diaphyse fémorale, c'est une autre voie d'abord en latéral qu'il faudra réaliser. Et une dernière complication possible de la voie antérieure, c'est les fourmillements dans le territoire de ce nerf-là, donc comme on l'a dit, le nerf cutané superficiel. Comme je l'ai dit, cette complication qui était assez fréquente avant est devenue vraiment très rare et au moins assez transitoire, donc réversible, parce qu'on réalise maintenant la version urétère gaine et donc on passe dans la gaine du tenseur du fascia lata et non pas dans l'interstice entre le sartorius et le tenseur du fascia lata où se trouve justement ce petit nerf-là. Alors, pourquoi la voie antérieure? Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que d'abord, avec la voie antérieure, on a bien vu qu'on avait un risque de luxation qui était vraiment minimal, qui était largement diminué par rapport aux autres voies.
Là, quelques données des pionniers justement de la voie antérieure, ici sur 500 hanches, 1000 hanches, 180 hanches avec Frédéric Lode. Donc, on a un taux de luxation qui est inférieur à 1%, et ici, on est dans les 0,6%. Pourquoi une voie antérieure? Parce que, comme vous avez vu, comme il n'y a pas de section musculaire, les dégâts musculaires sont minimes. Et également parce que c'est une voie internerveuse, on risque beaucoup moins d'avoir une dénervation, donc une section des petites branches nerveuses motrices qui énervent chaque muscle qu'on voit. Un autre avantage, c'est que, ça a été démontré, donc la récupération fonctionnelle, elle est plus rapide en post-opératoire immédiat, au moins dans la durée immédiate en post-opératoire, c'est-à-dire au moins dans les 3 semaines post-opératoires directes. Pareil, pour les douleurs en post-opératoire immédiat, je vais vous montrer certaines méta-analyses un peu plus tard, et ça a bien été évoqué dans beaucoup d'études, et également au symposium de la SOFCOT. Et donc, comme on fait une chirurgie qui est mini-invasive, qui conserve justement ces structures-là, notamment les structures musculaires, la récupération et donc la durée d'hospitalisation est moindre. Il y a certains gens qui sont même partis jusqu'à proposer maintenant la prothèse de hanche en ambulatoire, avec l'avènement de la RAC. En général, pour nous, on autorise la sortie du patient dès le lendemain de l'intervention. Mais sachez qu'il y a des gens, il y a des services où on propose justement la prothèse de hanche en ambulatoire. Donc là, je ne vais pas vous embêter avec tout ça, mais bon, sachez que là, je vous liste 5 méta-analyses déjà avec un millier de patients à chaque fois, j'ai repris uniquement celles qui viennent de 2019 et de 2018. Donc, regardez déjà, le résultat commun, c'est ce qu'on a dit, et c'est surtout, l'accord, c'est surtout sur l'avantage en post-opératoire immédiat pour la douleur et pour la fonction. Plus tard, donc au-delà du post-opératoire immédiat, toutes les voies d'abord se rejoignent en efficacité. Alors, pour nous, les suites opératoires, en général, comme c'est une voie d'abord où il n'y a pas vraiment il y a très peu de saignement, sauf cas contraire, bien sûr, il n'y a pas de 100% en médecine, on ne met pas de redon, pas de drain de redon. Le patient peut marcher dès le jour même de l'intervention, donc en fin d'après-midi ou le soir. En général, on préfère pour l'équilibre qu'ils prennent au moins une canne, voire un déambulateur chez les gens un peu plus vieux. Les patients, en général, lâchent ce déambulateur ou ces béquilles au bout de 2 semaines. Donc, comme je l'ai dit, la sortie est autorisée dès le lendemain de l'intervention. La position assise, donc, contrairement à d'autres voies d'abord, on est beaucoup moins, moi en tant que chirurgien, je suis beaucoup moins inquiet quand je vois un vieux monsieur qui n'a pas beaucoup de muscles s'asseoir et s'enfoncer dans son fauteuil. Je suis beaucoup moins inquiet avec la voie antérieure parce que justement, je sais que sa hanche elle est plaquée en flexion quand j'ai abordé la hanche par en avant. Il faut faire bien attention aux mouvements luxants, donc notamment la rotation externe. Mais bon, on ne prescrit pas de rehausseur de toilette, d'élévation du lit, etc. Le patient est autorisé à conduire au bout de 8 semaines et la reprise progressive des sports, donc on commence par de la marche, du footing, etc., est autorisée à partir du 3e mois, de 3 mois, pardon. Donc, comme je vous disais, les mouvements interdits, les mouvements luxants, donc c'est l'extension avec abduction et rotation externe. Vous me direz donc qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de mouvements dans notre vie quotidienne qui font ce genre de mouvement qui est assez extrême. Il y a certaines positions qui peuvent mimer ça, notamment par exemple le croisement des jambes. Quand le patient met sa jambe opérée en dessous, et si par exemple il soulève son bassin, ce serait justement l'équivalent d'une extension de la hanche. Et là, ça peut être justement un mouvement luxant. Et ça, donc, au début, c'est le rôle du chirurgien de rappeler ça au patient.
Et c'est surtout votre rôle, donc le rôle des kinésithérapeutes, c'est l'apprentissage des transferts, des mouvements à risque, etc. Et en général, pendant l'intervention, pendant l'hospitalisation, le travail du kiné sert justement à ça et à l'apprentissage, la rééducation de la marche, des escaliers. Et une fois à domicile, on ne réalise pas vraiment de renforcement musculaire, c'est surtout un réveil musculaire sans vraiment de travail contre-résistance. Et donc, le patient peut lâcher ses béquilles une dizaine de jours ou deux semaines après l'intervention. Alors, donc, mes messages de conclusion, c'est avec la voie de Rottinger dont on a parlé, c'est la seule voie d'abord qui est strictement mini-invasive. Donc, attention encore une fois aux dénominations abusives. Ça peut vraiment apporter une valeur ajoutée à une bonne sélection de patients. Ça peut, donc, comme on a dit, ça peut diminuer la durée de l'hospitalisation. Il a été prouvé donc qu'on a moins de douleurs en post-opératoire immédiat et une récupération plus rapide. Ensuite, plus tard, au-delà, donc à moyen et à long terme, ça rejoint les autres voies, les résultats des autres voies d'abord. C'est une voie donc qui conserve les muscles et qui les garde le plus intact possible. Et pour moi, l'avantage principal à long terme, c'est un risque de luxation diminué. Voilà. Je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été beaucoup trop long.